Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le mardi 23 octobre 2018. Bienvenue à tous. Comme vous avez pu le constater depuis hier après-midi, nous avons un regain d'incertitude, nous avons un regain d'aversion pour le risque dû aux tensions géopolitiques encore très présentes sur les marchés. Donc les valeurs refuges sont achetées depuis hier après-midi. Nous avons l'or qui progresse ce matin, les obligations qui sont payées, le dollar et le yen qui surperforment les devises. À l'inverse, nous avons les marchés actions qui ont clôturé dans le rouge pour la plupart hier et nous avons tout ce qui va être devises autres que le dollar et le yen qui clairement sous-performent. Alors avant de poursuivre ce webinaire, comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement légal sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, alors au niveau du briefing d'actualité, pour faire assez clair, nous avons l'Italie qui a déclaré hier à la Commission européenne qu'elle ne modifierait pas son projet de budget, mais a promis d'intervenir si le gouvernement ne parvient pas à atteindre ses objectifs de croissance qui permettraient de justement réduire ce ratio PIB déficit. Luigi Di Maio a par ailleurs réaffirmé que la coalition au pouvoir n'avait aucune intention de quitter l'euro. Concernant l'affaire Khashoggi, c'est un facteur en plus qui, voyez, qui dégrade un petit peu le tableau géopolitique finalement. Donc l'Allemagne a suspendu ses exportations d'armes vers l'Arabie Saoudite. C'est ce qu'a déclaré Berlin hier et a invité ses partenaires européens à faire de même, chose que voilà, la France a poliment refusé à dire en trouvant une excuse, et les États-Unis de même, Donald Trump qui ne veut pas mettre en péril, enfin, ne veut pas perdre des investissements qui ont été réalisés dans le royaume. Et pour rappel, nous avons les États-Unis qui ont signé un contrat d'armement de 380 milliards de dollars à l'Arabie Saoudite en mai 2017. Donc, peu de chances que Washington froisse ces tensions avec Riyad. Mais bon, on ne sait jamais. Concernant le Brexit, pareil, regain d'incertitude, puisque Theresa May n'a pas seulement des problèmes de leadership avec, enfin, de négociation, oui, de leadership avec Bruxelles, mais de plus en plus avec les politiciens britanniques. Et alors que le fameux parti nord-irlandais, le DUP, était quand même un soutien puissant de Theresa May, puisque c'est grâce à ce parti que la première ministre avait eu sa majorité parlementaire, eh bien, ce parti nord-irlandais a menacé le gouvernement de lui retirer son soutien lors du vote du budget le 29 octobre si l'Irlande du Nord n'avait pas le même sort que le reste du pays. En clair, si l'Irlande du Nord avait un autre traité de faveur, un accord qui était différent de celui des autres pays des autres régions du Royaume-Uni avec l'Union européenne, eh bien voilà, ça serait on aurait le parti nord-irlandais qui s'opposerait à Theresa May. Concernant la Chine, on a le gouvernement qui a annoncé de nouvelles mesures qui vont permettre à la banque centrale de financer davantage les banques commerciales pour qu'elles puissent à leur tour financer le secteur privé qui souffre de financement alors qu'elles génèrent celle-ci, hein, alors que le secteur privé pardon, génère 60% du PIB et 80% de l'emploi urbain. Donc toujours pour la même chose, pour contrer ce ralentissement de l'économie. Au niveau du Brésil, on a un sondage qui est sorti de la part de CNT-MDA qui porte favori le candidat de l'extrême droite Jair Bolsonaro pour le second tour des élections présidentielles qui auront lieu ce dimanche. Voilà donc pour le briefing de l'actualité. On le voit hier, on a eu un repli du marché action. Il y a seulement le Nasdaq à progresser. Le Nasdaq a progressé puisque vendredi c'était le seul dans le rouge. Donc voilà, on a eu finalement une balance qui s'est équilibrée. Le dollar qui a progressé grâce à la version pour le risque. Ce matin, on a les obligations américaines qui sont payées. Cette semaine, on a peu de facteurs macroéconomiques au niveau des États-Unis, donc les rendements obligataires américains ont de fortes chances d'être corrélés à ceux européens, d'être influencés par finalement les tensions, enfin les incertitudes politiques internationales. À l'international, pardon. Au niveau du yen, comme vous pouvez constater, le yen index est payé, ainsi que le gold. Le Nikkei est en baisse et le Shanghai Composite a perdu 2,33% ce matin.
Au niveau du calendrier éco, vous voyez que c'est très très light ce que nous avons. Nous aurons des indices des prix à la production en Allemagne et l'indice de confiance des consommateurs de la zone euro qui seront surveillés. Mais sinon, vous voyez vraiment peu de choses d'un point de vue macro. Voilà, donc on va passer tout de suite à l'analyse des indices comme d'habitude. Avant de passer aux indices, je vous rappelle que j'aurai le plaisir de présenter une formation sur le VIX qui aura lieu qui aura lieu mardi de la semaine prochaine. Donc pour ceux qui habitent à Paris, en région parisienne ou qui peuvent venir à Paris pour cette formation, mais écoutez, vous êtes la bienvenue. Les places sont limitées, il n'y a plus que 10 places disponibles. Donc je préfère, vous, chers auditeurs fidèles, que vous soyez présents. Ça me ferait très plaisir de vous rencontrer. Donc voilà, pour ceux qui peuvent me rejoindre mardi de la semaine prochaine de 18h30 à 20h pour une formation spéciale VIX qui sera particulièrement avancée, VIX marché. En fait, comment utiliser le VIX pour trader les marchés actions. Eh bien voilà, si vous pouvez, le lien d'inscription est juste ici, donc je vous envoie le lien. Je vous envoie le lien et comme ça, vous pourrez vous inscrire. C'est gratuit, bien évidemment, que vous soyez client ou pas client. Voilà, en tout cas, inscrivez-vous si vous venez. Ne vous inscrivez, puisque les places sont limitées, voilà, ne vous inscrivez pas si vous n'êtes pas sûr de venir, sinon ça fera eh bien une place en moins et une personne potentiellement qui ne pourra pas assister. Donc voilà. En tout cas, merci pour cette petite parenthèse. Je passe donc tout de suite au vif du sujet. Bonjour Raymond, j'espère que vous allez bien. Rémi, que je salue également. Edgy, Loïc, bien le bonjour à vous. CAC support à 5000 points. Oui, 5050, 5000, c'est le support. Regardez les supports que nous retrouvons de façon assez similaire sur tous les indices, comme on l'a vu hier. Donc, premier point, c'est Nasdaq. Regardez, Nasdaq, on a deux bornes. 7350, le plus haut la semaine dernière, et 7000, le plus bas du sell-off qu'on a eu début octobre. S&P, pareil, support aux alentours des 2700, résistance à 2800 et quelques. Au niveau du CAC, 5000 support, 5200 résistance. L'Eurostoxx, on inscrit un plus bas, donc là c'est clairement, on est mardi, donc là c'est en intraday, on n'a pas encore la clôture, vous voyez, donc ne nous précipitons pas trop, mais concrètement si on a une clôture de l'Eurostoxx, vous voyez, sous son ancien plus bas du sell-off, c'est signal baissier, et il faudra s'attendre du coup à un retracement beaucoup plus du coup conséquent, un retour au extra mensuel dans un premier temps, et pourquoi pas un retour à 2984 qui correspond, vous voyez, à ce plus bas du fameux vote de l'Italie. Vous souvenez-vous, en décembre 2016, Italexit, le vote de la population sur une sortie ou non. Une sortie ou non. C'était pas vraiment cela, mais en fait des mesures qui allaient à l'encontre de l'UE ou non. Donc voilà, si clôture sous 3168, il faudra envisager un retour, une poursuite de la baisse. 3100 sera le prochain niveau de support. En tout cas, on voit que le momentum est clairement baissier pour le moment. Mais tant qu'on n'a pas de clôture, on ne peut pas mettre en place des stratégies swing. Donc attendons la clôture avant de nous précipiter à la vente. Tant qu'il n'y a pas de clôture, rien n'est fait. En tout cas, on voit que c'est baissier en intraday. Vous voyez qu'on ouvre clairement en baisse. Mais attention, souvenez-vous hier, en début de journée, c'était extrêmement bullish et finalement, on a une clôture à l'équilibre, voire dans le rouge. Donc ça pourrait être de même ce matin. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, on peut très bien avoir une baisse ce matin et ensuite un rebond important cet après-midi qui sauvegarderait ses niveaux de support. Donc, ne pas se précipiter trop. Le DAX qui teste un S3 mensuel, vous savez que le S3 mensuel, c'est généralement un support très important, donc prudence. Encore une fois, c'est pas le moment de vendre le DAX à ce niveau de prix. Au contraire, en intraday, je dirais même plus que ça se paye finalement en intraday. Jouer le rebond n'est pas quelque chose, d'impossible. Voilà. Même le CAC est sur le S3 mensuel. J'avais pas remarqué, mais vous voyez, S3 mensuel. Donc voilà, S3 mensuel, CAC sur S3 mensuel, DAX sur S3 mensuel. Bien évidemment, la tendance,
ce que fera le S&P et le Nasdaq aujourd'hui sera particulièrement important parce que si le S&P et le Nasdaq inscrivent des nouveaux plus bas récents, eh bien, ça serait particulièrement négatif. Pour le moment, bon, on le voit, nous sommes le mardi, là, on est sur du contrat futur et vous voyez qu'on a une belle baisse, mais rien ne nous dit qu'on peut clôturer dans le rouge, dans le vert, pardon. Donc voilà. En tout cas, vous voyez que le plus bas sur contrat futur du sell-off, c'était 2700. Donc pour le moment, rien n'est joué. On n'a pas encore on n'a pas des nouveaux signaux, j'ai envie de dire baissiers. On a des percées en intraday, mais le climat pourrait clairement s'inverser dans la journée. Donc pas de précipitation, d'autant plus que le CAC, encore une fois, et le DAX sont celles du support majeur. Je ne dis pas qu'il faut payer ce support pour du moyen long terme. On a eu le signal du VIX qui avait été donné il y a de cela une semaine, voire 10 jours. Et, voilà, avec un stop sous le récent plus bas, eh bien pour ceux qui ont payé les indices européens avec ce signal du VIX, eh bien malheureusement, c'était un signal perdant. Maintenant, voilà, ça reste une stratégie qui me semble bonne, hein, cette stratégie du VIX, en tout cas qui a fait ses preuves dans le passé. Donc, ça remet nullement en cause cette stratégie avec les signaux du VIX. Voilà, les signaux perdants, enfin les scénarios perdants existeront toujours. Donc pour ceux qui ont payé, encore une fois, les indices européens avec le signal du VIX, eh bien, dommage. C'est dommage parce que ce premier signal que je vous avais partagé a été perdant. Mais voilà, je reste convaincu, de par les données passées, que cette stratégie fonctionne. Donc, voilà, aucun doute là-dessus. Néanmoins, pour ceux qui avaient payé les indices américains grâce à ce signal du VIX, c'est toujours pas perdant puisque vous voyez le plus bas du futur est à 2700. Donc on n'a pas le S&P n'a toujours pas revenu tester ses plus bas. Donc voilà, ni le S&P ni le Nasdaq par ailleurs. Donc et d'ailleurs on voit que le Nasdaq se porte beaucoup mieux parce que le Nasdaq se maintient au-dessus de son plus bas de prix de clôture depuis le sell-off, alors que le S&P y est en dessous. Voilà, donc indice européen et même marché action dans le rouge. Dans le rouge, on a, comme je vous l'ai dit, des actifs refuges qui sont payés, avec notamment l'or, le marché obligataire, le dollar et le yen, comme on peut le constater. Ah, mais vous voyez, déjà, ça vient de changer. J'ai pris une capture d'écran, enfin, j'avais regardé ce graphique il y a de cela une trentaine de minutes, et il y a une trentaine de minutes, le dollar était en deuxième position. Et maintenant, en deuxième position, on a quoi? On a le GBP, le NZD, le CAD, le franc. Donc on voit que le marché vend du dollar depuis une petite trentaine de minutes, alors pas massivement, mais on voit que le dollar est dorénavant en deuxième partie, en deuxième moitié de ce graphique. Et il est dans les sous-performeurs dorénavant. Donc voilà, je dis pas qu'on a fait le point bas sur les indices ce matin, mais en tout cas, on a un rachat, on a des ventes du dollar à très court terme, ces dernières une trentaine de minutes. Donc ça peut être un début de changement de tendance en intraday. On a une séance asiatique particulièrement négative. On pourrait avoir une séance un peu plus positive pour la séance européenne. Donc on pourrait avoir un début, en tout cas on voit qu'on a une légère amélioration sur le marché du Forex, de la psychologie des investisseurs qui sont un peu plus optimistes. Donc voilà. Et en plus de cela, CAC sur S3 mensuel, DAX sur S3 mensuel. Honnêtement, en intraday, je pense que ces supports se payent. Voilà. Maintenant, comme vous savez, tout va dépendre des commentaires de la Commission européenne et du gouvernement italien sur le fameux budget. Donc, ça peut aller d'une direction à une autre à n'importe quel moment de la journée. C'est assez, comment dire, c'est pas vraiment anticipable. C'est même pas du tout anticipable. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il va falloir gérer votre risque correctement. Bonjour, quelles actions du CAC 40 sont les plus intéressantes à moyen terme? Alors, moi personnellement, je ne suis pas du tout les actions du CAC 40, alors de très très loin. Mais donc, si vous voulez vraiment des analyses pointues sur les actions, ce que je vous invite, c'est à suivre Alexandre Baratez et Vincent Bois, les analystes de IG France, qui eux sont beaucoup plus focalisés sur les actions que les analystes à Daily FX. Voilà, Daily FX, plutôt Forex, Commodities, Indices. On n'est pas vraiment dans les actions. Si vous regardez DailyFX, il n'y a pas vraiment d'articles sur les actions. C'est très rare. Donc moi, personnellement, je suis les actions, mais de très loin.
mais donc je préfère pas vous faire une analyse. Je pense que Alexandre Baradez et Vincent Brois sont beaucoup plus experts là-dessus, donc autant leur laisser, voilà, autant que vous posiez à cette question à ces deux analystes qui vous répondront beaucoup mieux que moi. Voilà, donc CAC support 5000 exactement. Tant qu'on n'a pas clôturé en dessous de 5000, parce que hier, vous voyez qu'on n'a pas clôturé en dessous, alors les 5000 que je vais mettre en évidence, eh bien, j'ai envie de dire que le risque baissier est encore contenu. Si ce soir on clôture sous 5000, dans ce cas-là, il faudra totalement revoir voilà, les rachats les achats de swing trading. Mais vous voyez que ce matin, on teste les 5000 et le S3 mensuel. Donc, il n'y a encore rien de fait. Voilà. Donc, S3 mensuel, encore une fois, CAC, DAX, support, intraday. Tant qu'ils ne sont pas dépassés, S3 mensuel, c'est toujours des niveaux de prix assez importants. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une étude statistique là-dessus. Est-ce que l'achat du S3 et du R3 mensuel lors du premier test, je dis bien du premier test, est quelque chose de gagnant? C'est quelque chose qu'il faudrait que je backteste et que j'essaierai dans le futur. Vous voyez ici, test du S3 mensuel, rebond. Ouais, c'est pas souvent testé hein, le S3 ou le RA3, hein, vous en doutez bien, parce qu'il faut un momentum particulièrement important pour aller chercher ces niveaux de prix. Mais bon, dès qu'on est testé, vous voyez ici, vous voyez, rebond. Donc en fait, j'ai l'impression que depuis l'élection de Donald Trump, le S3 ou le R3 mensuel n'a été testé que 2 fois. Enfin, on est en train de faire la troisième. Élection de Donald Trump. Regardez un petit peu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais voilà. Et donc, je vais simplement afficher le R3 et le S3 pour bien voir où est-ce que le cours a touché. Quand est-ce que le cours a touché, c'est l'un de ces deux niveaux de prix. R3, S3, donc vous voyez, c'est très rarement touché. Et lorsque c'est touché, il y a le rebond. Vous voyez. Donc c'est pas encore une fois, il n'y a aucune stratégie qui est 100% gagnante. Donc je vous dis pas que on va forcément avoir le rebond, mais en tout cas d'un point de vue statistique, il me semblerait que voilà, le S3, le R3, on a quand même des rachats de position. Vous voyez ici, S3, 27 juin, c'était vote du Brexit. Hein, donc on avait quand même un climat, un tableau quand même des tensions beaucoup plus importantes, enfin des incertitudes aux yeux des investisseurs beaucoup plus importantes. Donc voilà. Encore une fois, je dis pas qu'on aura, il y a 100% de chance enfin 100% de probabilité qu'on ait le rebond au S3. Mais on le voit statistiquement, c'est quand même un niveau de support particulièrement efficace. Il peut être percé, mais en termes de probabilité, j'aurais plus d'avantages à parier sur une hausse, sur un rebond sur le S3 plutôt que davantage de baisse. Voilà, d'un point de vue statistique. Donc je vais remettre mes points pivots. Donc hop, ajouter indicateur, point pivot. Voilà. Donc voilà, indice sur support. Pourquoi pas envisager un rebond en intraday? En termes voilà, de statistiques et au vu du changement de la psychologie des investisseurs sur le Forex depuis ces 30 dernières minutes, ça me semble concrètement cohérent. Voilà, on passe au Forex. Et donc on va revenir rapidement sur notre voilà, sur notre tableau. Yen qui surperforme, aversion pour le risque. Ensuite, on n'a pas vraiment de tendance, comme on peut constater. On a la UD et l'euro qui sous-performent, mais voilà, sans momentum très très important. La UD qui a potentiellement fait son point haut. Alors on va regarder nos index en 4 heures. Yen patigne haussier, mis à part le fait qu'en 4 heures on est bullish. Vous voyez, Yen haussier. RSI au-dessus de 50. NZD pareil. Quoi qu'on voit qu'on a un momentum qui commence à plafonner. On n'a pas de divergence, mais il commence à plafonner. Vous voyez qu'on a un creux de plus en plus bas, enfin un creux de plus en plus bas. Donc le RSI c'est intéressant, mais voilà, faut attendre un signal du prix pour shorter ou pour payer. Le prix c'est la confirmation du momentum. C'est-à-dire que le momentum, ça va vous permettre d'avoir des signaux, mais il faut toujours attendre un signal qui suit voilà, au niveau du prix. Et pour le moment, bon, on passe sur un moyen mobile à 50 périodes, mais on est au-dessus de cette oblique. Voilà, donc attendons encore davantage de signaux pour shorter le NZD. Au niveau de la UD,
On peut voir que le momentum s'est clairement dégradé puisqu'il est à un plus bas en 4 heures depuis le 11 octobre. Il est sous 50. Le prix qui passe sous le nuage, sous la moyenne mobile à 200 et sous la moyenne mobile à 50. C'est possible d'envisager une baisse de l'AUD. En daily, qu'est-ce que nous avons En daily, bon, on a une belle oblique baissière de momentum, j'ai l'impression. Vous voyez, belle oblique baissière. Donc là, vous voyez, en journalier, il faut garder à l'esprit qu'on est clairement baissier. Donc baisse à s'attendre sur l'AUD. Sur l'euro, toujours beaucoup de mal à progresser, même on est à un récit qui repasse sous 50 depuis hier. On est en train de tester la moyenne mobile à 50 périodes. Si on a clôture en dessous, il faudra s'attendre à davantage de baisse. Au niveau du GBP, la divergence qui se creuse. Vous voyez ici, on a un RSI à 30,13 qu'on peut constater ici. Vous voyez la valeur 30,13 et ici qui est à 30,39. Donc très légère divergence haussière. Néanmoins, une divergence, ça peut se creuser pendant pas mal de temps. Donc, c'est pas parce qu'on a une divergence qu'on a tout de suite un signal. On aura un premier signal haussier si le RSI clôture au-dessus de cette résistance de momentum. Cette résistance de momentum qui est à 45. Donc, si le RSI dépasse 45 en 4 heures, on aura un premier signal haussier. Et d'un point de vue du prix, on a une oblique, vous voyez, à peu près, si je devais la dessiner, voilà, par ici, vous voyez. Voilà, si on a breakout de cette oblique, signal haussier. Pour un moment, on reste dans une tendance qui est baissière. Sur le franc, la divergence de la semaine dernière qui continue à se creuser. Toujours pas de signaux bullish. D'ailleurs, c'est pareil, si on devait tracer une oblique, bon, on a le breakout. On a le breakout. Bon, est-ce que ça se paye? Pour moi, pas encore. On n'a pas le momentum suffisant. Vous voyez, on a 57. Bon, en même temps, on a 57, c'est quand même pas mal comme momentum. Mais bon, on voit qu'on n'a pas un prix qui est boule. Donc voilà, je dirais que je suis neutre comme hier sur le franc. Sur dollar USD, donc qui a été racheté hier, puisqu'on a eu un regain d'aversion pour le risque. Regain d'aversion pour le risque sur notre index équipondéré. Toutefois, on reste sous la récente résistance. Donc voilà, j'ai envie de dire qu'on n'a pas encore un nouveau signal haussier de moyen terme, puisqu'on n'a pas un nouveau breakout à la hausse. Donc voilà, le dollar, tant qu'on reste sous cette résistance et qu'on y est proche, eh bien je reste neutre. Et sur le CAD, alors divergence haussière très intéressante, regardez ici. Ça y est, on commence à avoir quelque chose de très intéressant sur le CAD. La résistance de momentum, 57. Si le RSI dépasse 57, signal bullish pour le prix. Ouais, on a dépassé cette oblique. Et donc, on a la divergence ici. Donc, creux de plus en plus bas, creux de plus en plus haut. Donc voilà, il manque plus qu'à attendre que ce RSI 4 heures franchit 57 pour qu'on ait un nouveau signal haussier sur le CAD. Il sera possible de le payer de ce fait face à l'AUD par exemple, puisque l'AUD on voit que c'est bon sur du daily, sur du 4 heures, voilà, sur du 4 heures c'est dégradé, mais sur du daily ça reste inchangé, c'est clairement baissier. Donc l'AUD CAD, ça pourrait être voilà une paire intéressante. Cherchons un petit peu au niveau de l'AUD CAD, voilà, à reshorter bien évidemment. AUD-CAD, ça fait également appel au ratio gold pétrole, parce que vous savez, l'AUD est corrélé à l'or, le CAD corrélé au Brent. Donc, qu'est-ce que nous dit le ratio gold-Brent? Est-ce que c'est cohérent avec une stratégie vendeuse de l'AUD-CAD? Alors, RSI au-dessus de 50, donc là pour le coup, on a un momentum haussier sur cette comment dire force relative gold pétrole. Donc pour un moment sur gold pétrole force relative, on a simplement une divergence en 4 heures. C'est la seule chose que nous avons. Il faut savoir que ce ratio, quand même, cette force relative est assez bien corrélée à la UDCAD. Vous voyez, là, on a le ratio. Si je devais superposer ce ratio à la UDCAD, vous voyez qu'on a quelque chose d'assez similaire. Alors, pas les mêmes amplitudes, parce qu'on ne fait pas appel au même marché. Il y a d'un côté des commodities, d'un côté des devises. Donc, il n'y a forcément pas la même volatilité. Mais on voit quand même qu'on a quelque chose d'assez similaire.
Donc voilà, l'AUD-CAD, ça va être un indicateur pour l'AUD-CAD. Pardon, je pense que je me suis répété, pardon, la force relative Gold Brent va être un indicateur qu'on va analyser pour trader l'AUD-CAD. Le Gold Brent, comme on l'a vu apparemment en daily, il est haussier. Il n'y a pas d'avalement baissier, il n'y a rien du tout qui nous indique une baisse à nous attendre. Il inscrit même un plus haut de 20 jours, ce qui est un signal bullish. Voilà. Toutefois, dans le fond, on voit clairement qu'on est dans une tendance baissière. Donc l'AUD-CAD, voilà, ça va être intéressant à vendre prochainement, à mon avis, puisque la force relative confirme cette information à court terme, étant donné qu'il y a une divergence. Mais vous voyez, tant qu'on n'a pas dépassé ce support de momentum, qui est à 50, voilà, 50 piles, vous voyez, 50 et quelques, eh bien, tant que le RSI n'est pas en dessous, on n'a pas de signal baissier de cette force relative majeure. Si le RSI 4 heures de cette force relative pas en dessous de 50, ça serait un signal baissier pour la UD-CAD. Voilà. Et donc là, on est en journalier. La UD-CAD, il n'y a pas grand chose à dire, mis à part le fait qu'on a une résistance au pivot mensuel qui coïncide avec cette moyenne mobile à 50 jours. En 4 heures, on a une div également. Regardez ici. Momentum, résistance, prix, haussier. Voilà. Et donc, si on passe, vous voyez déjà, cette moyenne mobile a été dépassée. On est en train de passer dans le nuage. À la rigueur, si on a le prix qui passe sous le nuage, signal baissier. Ça serait également un retour sous le SA mensuel. Voilà. Et si on passe donc sous le SA mensuel qui correspond parfaitement ici, vous voyez, à la base du nuage Shimoku qui est le support, enfin le seuil le plus important, c'est la Senkou Span B, qui est plus important que la Senkou Span A, enfin plus fiable en termes de support de résistance. Donc là, ça coïncide. Donc, si on a une cassure de ce support, c'est non seulement une sortie par le bas du nuage, mais également une nouvelle cassure du S1 mensuel. Donc, ce serait deux supports dans le même, enfin deux signaux dans le même temps qui seront annoncés. Et donc, il faudra shorter du coup la UD-CAD jusqu'au S2 mensuel, à condition bien évidemment que l'analyse technique de la UD-CAD du Gold Brent soit converge avec celle de la UD-CAD. C'est-à-dire que si la UD-CAD émet des signaux baissiers, mais que dans le même temps le Gold Brent est devient extrêmement bullish, il faudra pas passer à la vente sur la UD-CAD parce qu'il y a une corrélation très très importante entre les deux. D'ailleurs, si on devait mettre un chiffre, si on devait quantifier cette corrélation, donc là on a la force relative Gold Brent, on va ajouter un indicateur de corrélation, coefficient de corrélation, coefficient de corrélation, et on va mettre AUD-CAD, entre AUD-CAD et cette force relative, à 200 périodes, on est quand même sur du 86%. Et si on se met sur du weekly, pour du très long terme, alors vous voyez cette force relative est devenue négative à ce moment-là, mais on a quand même une corrélation qui est sur 200 semaines, hein, ce qui fait quand même à peu près 4 ans, 39%. Et on voit qu'elle augmente de plus en plus. Donc, le ratio Gold-Brent qui a de plus en plus de poids sur l'AUD-CAD. Donc, AUD-CAD, clairement à surveiller de très près. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une alerte au niveau de ce S1 mensuel, de ce S1 mensuel qui a 0,92 et quelques. Alors, pourquoi je ne peux pas sélectionner ce S1 mensuel? Voilà, donc point pivot, support, point pivot, support S1, croise à la baisse, clôture, barre courante, puisqu'on va attendre la clôture, créer l'alerte. Comme ça, je ne manquerai pas le breakout. Alors, faisons un tour sur nos paires majeures, même si voilà, pour moi l'euro à court terme c'est baissier, à long terme c'est bullish, on regarde avec l'euro index. Hein. Le dollar en daily c'est haussier. À court terme, on a un rebond, mais on reste dans un range, on reste sous les sommets du début du mois. Donc voilà, pour moi les deux donnent forcément une perspective baissière à très court terme pour l'euro dollar, même si on a eu un avalement haussier hier, qui aurait pu permettre le fameux rebond. Mais on voit qu'on a une correction. Tant qu'on maintient le plus bas de 20 jours, à 1,1432, j'ai envie de dire que la perspective baissière est assez limitée.
Là, en intraday, voilà, 1,1432, c'est le support à payer. Si on passe sous les 1,1432, c'est direction le S2 mensuel à 1,1361. Mais tant qu'on garde le plus bas de 20 jours, honnêtement, je pense que c'est un niveau de support qui se paye, qui a été testé, vous voyez, à 3 reprises maintenant. Et pour viser, alors on va pas viser les 1,18 depuis ce niveau de prix, ça me semble assez loin encore, surtout dans ce contexte où on n'a pas d'avancée entre l'Europe et l'Italie sur ce budget. Mais voilà, on voit qu'on a des vendeurs qui se manifestent massivement, enfin qui dominent, hein, la pression vendeuse domine à 1,1545. Donc pourquoi pas acheter les 1,1432 pour viser les 1,15, 1,1530, 1,1550. Voilà. Donc ça, c'est sur du très court terme. Regardez en horaire. En horaire, on a, vous voyez, un range. Hein. Je vais enlever cette zone. Concrètement, on a un support, vous voyez, ici. Et on a une résistance. On a une résistance à très court terme qui est, voilà, qui est ici. Donc, 1,1520, 1,1550, je vous l'accorde, c'est assez large, c'est 30 pips, mais c'est la zone de résistance. Et entre 1,1450 et 1,1430, c'est le support. Tant qu'on reste dans ce range, j'ai envie de dire que c'est un range de day trading. Pour les day traders, c'est parfait. Avec un stochastique, voilà, ça peut aider. Regardez. Stochastique, voilà, on avait un signal. Ouais, on a le signal d'achat qui est donné là ce matin. Donc à la rigueur, voilà, tant qu'on est dans ce range, autant utiliser un stochastique pour le trader. Maintenant, la sortie donnera une nouvelle direction. On sort par le bas, on vient chercher les 1,13, 1,1350 à peu près. On sort par le haut, on vient chercher les 1,1620, qui était le plus haut de la semaine dernière. Voilà. C'est un peu ça, finalement, qu'on a sur l'euro-dollar et qu'il faut, je pense, retenir. Au niveau du GBP-USD, à l'inverse de l'euro-dollar, on a plutôt une tendance baissière, ce qui nous indique que la livre sterling sous-performe. Voilà, sous-performe le dollar et sous-performe l'euro. On a un canal qu'on peut noter peut-être. On a un canal qui pourra donner encore une fois un signal. Tant qu'on y reste dedans, autant trader le canal. Si on y sort par le haut, signal haussier, direction le sommet de la semaine dernière vers 1,32. Mais tant qu'on est dedans, autant shorter la résistance. Pas payer le support, mais shorter la résistance. Parce qu'on ne fait pas de contre-tendance. Donc on ne va pas payer une tendance baissière malgré le fait qu'on soit potentiellement sur un support. L'AID de USD. L'AID de USD, en une heure, vous voyez, on a une belle baisse. En 4 heures, un momentum qui s'est dégradé, précédé par une divergence que je n'ai pas vu venir, pardon. Mais regardez, 4 heures, momentum de plus en plus bas, prix qui était de plus en plus haut et qui a ensuite lâché. Donc là, voilà, c'est baissier, hein, l'AUD. En 4 heures, on est revenu au plus bas. Nous sommes revenus, donc là, c'est objectif baissier jusqu'à 0,70. C'est le prochain support. Voilà. C'est le prochain support. Donc, AUD, direction 0,70. L'USD-CAD, alors qu'est-ce qu'a fait l'USD-CAD? Parce que je vous rappelle que l'USD-CAD est comprimé un peu, il est entre deux étaux, entre la borne haute de ce canal, mais en même temps, a franchi sa ligne de coup de son épaule tête épaule inversée. Donc on ne sait pas trop réellement, est-ce qu'il faut plutôt payer ce signal bullish ou est-ce qu'il faut plutôt vendre le fait qu'on soit sous la borne haute du canal? Eh bien, puisqu'on est un peu dans un dilemme, on va plutôt attendre davantage de clarification. Soit on passe au-dessus du RA mensuel et dans ce cas-là, ça confirme le momentum qui est à dominance haussière. Et dans ce cas, il faudra payer le SDK jusqu'au R2 mensuel. Ou soit on a une réintégration de la ligne de coût. Et dans ce cas, ça veut dire que les vendeurs ont gardé la main sous cette oblique baissière. Et il faudra s'attendre à un retour à cette épaule, 1,2932, puis potentiellement à la tête qui est à 1,28. En attendant, wait and see. Donc voilà, l'euro, sur les paires en euros, puisque voilà, j'aimerais, les paires majeures c'est bien, mais les paires en euros c'est également très bien, puisque la plupart d'entre vous, je pense, a un compte de trading libellé en euros. Donc si vous tradez l'euro,
les gains ou les pertes latentes sont directement voilà, calculés en euros. Alors que pour une paire majeure, il y a toujours ensuite le taux de change euro-dollar. Donc on va faire un tour sur une paire en euros. Donc l'euro, pardon, à court terme, sur notre euro index, c'est plutôt baissier, même si voilà, en journalier, je vais le refaire voir. Voilà, en weekly, vous voyez, c'est haussier. Hein. En daily, c'est haussier. Par contre, en 4 heures, on le voit depuis le 25 septembre. Voilà, c'est baissier. Hein. C'est baissier et on pourrait faire même une analyse technique. Alors, on pourrait même faire une analyse technique là-dessus. Alors, on n'a pas de triangle, on n'a pas de canal, on a peut-être un biseau bullish, biseau descendance, un biseau bullish. Euh, donc voilà. À surveiller, mais on voit en tout cas depuis le 25 septembre, c'est baissier. Donc on ne va pas aller chercher à payer pour un moment sur du moyen terme tant qu'on n'a pas de signaux de moyen terme haussier. On va potentiellement venir chercher le bas de ce canal. C'est clairement possible. C'est clairement possible. Donc prudence, patience même, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner pour mettre en place des stratégies acheteuses de moyen long terme. Ouais, qu'en 4 heures, on n'a pas de divergence, on n'a rien qui nous dit qu'on a fait le point bas. Si on a une divergence et que par la suite, on a cet euro index qui sort par le haut de ce canal ou de ce biseau, voilà, ça dépend un petit peu les points de vue, eh bien, on aurait un signal haussier qui permettrait de mettre en place des stratégies acheteuses de moyen terme sur l'euro. Mais pour le moment, on le voit que l'euro, voilà, c'est techniquement baissier. Donc, on va plutôt chercher à shorter l'euro face à une devise qui est forte. Quelle devise est forte à court terme? On a le NZD, même si on voit un momentum qui commence, voilà, à atteindre ses limites. On a le dollar en 4 heures, bon, c'est haussier. Le yen à court terme, c'est haussier. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On a le CAD qui pourrait être très intéressant, parce que je refais voir le CAD, mais le CAD index, la divergence. Si on a le RSI qui dépasse 57, ça serait un signal haussier important pour le CAD, et donc pourquoi pas shorter à nouveau l'EuroCAD. D'ailleurs, l'EuroCAD qui reteste 1,50 et qui a retesté son pivot mensuel hier et vendredi. On est peut-être en train de faire un double top, vous voyez. Donc c'est pas le moment de shorter encore l'EuroCAD, mais si on a, vous voyez, une clôture sur la ligne de coup à 1,49, 49, voilà, 1,50 globalement, je pense. Non, pas 1,50, 1,49, 50, pardon. Ce qui est également, vous pouvez le voir, la Senkou Span B du nuage 4 heures. Eh bien, si on a une clôture sous ce niveau de prix, non seulement on on sort par le bas du nuage Ishimoku, mais en plus de cela, on forme, l'EuroCAD aura validé un double top. Pour le moment, on ne peut pas parler de double top, c'est simplement un double test d'une résistance. Mais si on clôture soit un 49,50, double top validé, on passe avec un objectif au plus bas du mois, c'est-à-dire un retour à 1,47 avant potentiellement des nouveaux plus bas. Donc pareil, là encore, 1,49, voilà, prix, clôture à la baisse, ligne sectionnée, voilà. Voilà, donc si on passe, signal baissier pour l'EuroCAD. Donc paire en euros, pareil, wait and see. On attend davantage de clarté finalement sur le FX. Ce que je vois pour le moment, c'est que c'est pas vraiment les indices qui me semblent intéressants à très court terme en intraday, vu qu'ils sont sur le support mensuel. Voilà. Et donc pour les commodities, donc l'or qui rebondit, 1231. Rappelez-vous, on a un triangle, dont le marché est en train de sortir par le haut. Alors regardons en horaire. Vous voyez, on vient chercher les plus hauts, donc 1, 2, 1, 2. Donc triangle, c'est 4 points de contact. Toujours 4 points de contact. Et les 4 points doivent être séparés, c'est-à-dire sommet, creux, et pas sommet, creux, creux. Vous voyez? Donc ça doit être osciller en fait. Le marché doit osciller et toucher 2 fois chaque borne du triangle. Chose qui est faite dans ce triangle, puisque regardez en 4 heures,
creux, sommet, creux, sommet, creux, et on sort par le haut. Un triangle symétrique, c'est une figure de continuation. Ce qui ne veut pas dire ça peut pas être une figure de retournement, mais c'est statistiquement une figure de continuation, ce qui indique qu'on a une sortie dans le sens de la précédente tendance. Là, la précédente tendance, c'était quoi? C'était haussier, hein, on l'a vu. Donc, sortie par le haut, privilégié. Si clôture en dehors de ce triangle, validation, pour le moment, vous voyez, on a une percée. J'alerte sur le trading du triangle et l'importance d'attendre la clôture, surtout ce triangle, parce que le triangle est une figure de continuation, oui, mais c'est une figure également qui émet beaucoup de faux signaux, beaucoup de faux breakout. Donc, voilà, on peut avoir des breakouts pendant un chandelier, et finalement, à la fin du chandelier, une réintégration du triangle. Donc, prix de clôture à attendre. Si on a une clôture, en effet, en dehors de ce triangle, ça validera cette pattern, et on pourra s'attendre. Alors, théoriquement, c'est une figure de continuation qui apparaît à la moitié de la tendance. Donc, il faudra simplement reporter. C'est le premier mouvement. Et ensuite, le décaler au breakout. Donc, si on a la fameuse validation, si on a ce chandelier qui clôture en dehors du triangle, on aura théoriquement un signal haussier jusqu'à 1277 $. Bon, dans un premier temps, il faudra s'attendre à un retour à 1238, 1240, qui correspond également au R3 mensuel. Et voilà, je rappelle, le premier test du R3 mensuel ou du S3 mensuel est généralement un support ou une résistance particulièrement importante. Donc, voilà, avant d'anticiper un retour à 1277, il faudra s'attendre à des prises de bénéfices autour de 1240 $. Voilà. Et pour le pétrole, vous voyez qu'il a du mal à rebondir, néanmoins on a toujours une divergence qui continue à se creuser, hein. Creux, 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 creux. Donc creux de plus en plus haut sur le RSI. Ce que je suis en train de voir, c'est un prix qui commence. Vous voyez, on a eu un momentum qui a rebondi depuis la semaine dernière, le prix qui continue à baisser, mais depuis début de semaine, finalement, le prix n'inscrit pas des creux de plus en plus bas. Donc j'ai l'impression que le prix commence à s'aplatir pour rebondir. Il commence à créer son bottom. Voilà, c'est l'impression que j'ai. Maintenant, il va falloir attendre davantage de confirmation. Et pour le moment, on n'a pas de RSI 4 heures au-dessus de 50. Donc tant qu'on n'a pas de RSI 4 heures au-dessus de 50, on reste dans un momentum qui est baissier. Donc premier signal qui pourrait être donné, eh bien, nous avons cette moyenne mobile à 50 périodes. Si on passe au-dessus de cette moyenne mobile, scénario haussier jusqu'à 72,29, puis 73,65, puis 75,71. Voilà. En tout cas, d'un point de vue ratio risque-rendement, ça peut être intéressant de payer le pétrole à ce niveau de prix pour chercher le pivot mensuel, voire la première résistance la deuxième résistance pour le coup, qui est celle du mardi 16 octobre. Voilà, maintenant on reste dans un momentum baissier et dans une tendance à court terme qui est baissière. Faut en être conscient. Est-ce que le Brent valide cette analyse technique? Oui. Oui, parce que on a également une divergence sur le Brent en 4 heures qui se crée depuis, vous voyez, à peu près la semaine dernière. On a le prix qui a inscrit des plus bas la semaine dernière, mais depuis le début de la semaine, on a un prix qui commence à rebondir. Donc on est peut-être en train de faire le bottom. Donc si on a un plus haut, si on a une cassure des 80,44 $, signal haussier, direction 81,63, puis 83,51. Et pareil, si on a un RSI qui passe au-dessus de 50, signal haussier. Et l'USD-CNH, baromètre à surveiller de très près. Parce que si on a l'USD-CNH qui, en journalier, clôture au-dessus de 6,95, on pourrait avoir un emballement de position acheteuse du dollar. Donc voilà, en tout cas, pour le moment, on a toujours une divergence qui se creuse sur l'USD-Yuan, mais comme on peut constater, c'est pas parce qu'on a une divergence qu'on va automatiquement avoir une baisse. Vous voyez que les divergences en 4 heures, ça peut se créer pendant pas mal de temps. Ça fait ça fait 2 semaines que cette divergence est en train de se creuser, qui est en train de se former. Donc vous voyez, faut pas se précipiter dans une divergence, ça peut durer longtemps. Voilà, donc je vais bien la montrer, cette divergence. Donc en 4 heures, on a une div
mais en journalier on a une div, pardon, mais en 4 heures également. 4 heures, bah, j'aimerais bien enlever, je vais l'enlever. Voilà, vous voyez, creux, creux, sommet, 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 sommet. Donc voilà, on est en train de creuser cette divergence. Maintenant, encore une fois, il va falloir attendre des signaux. Si on a le RSI qui repasse sous 50, ça sera un nouveau signal baissier qui suggérera un repli du dollar et pourquoi pas viser le R1 mensuel. Ouais, en tout cas, 6,95, c'est le sommet qui a été atteint lors de la crise de la livre turque, 15 août. Et voilà, c'est la résistance majeure. Donc si je vais tracer cette zone, voilà, ici on a une zone de résistance de court terme. Si l'USD-Yuan dépasse cette zone, il faudra s'attendre à un retour à 7. Et donc un DXY, 1 euro-dollar à 1,13, un GBP-USD à 1,28, voire 1,27. Et voilà. Concrètement, l'AUD-USD reviendra ira sous 0,110. Le NZD-USD ira chercher un nouveau plus bas annuel également. Donc voilà, 6,95, c'est la résistance non seulement pour le One, mais c'est également une résistance dollar pour toutes les paires majeures. Si on a l'USD One qui dépasse 6,95, vraiment une clôture journalière au-dessus de 6,95, il faudra vraiment s'attendre à un regain de momentum sur le dollar. Et donc une baisse de l'euro, une baisse du GBP, une baisse de l'AUD et du NZD. Voilà donc pour ce point de marché, moi je n'ai rien d'autre à rajouter. Ce qui me semble le plus intéressant ce matin, c'est l'or, à surveiller de très près, également le pétrole, mais surtout les indices, avec le CAC et le DAX qui ont ouvert à leur S3 mensuel, qui est généralement un support lors du premier test, hein, lorsque c'est le premier test, généralement important. Donc voilà, au niveau du Forex, j'attendrai davantage de confirmation sur le CAD pour passer à l'achat. Et sinon, tous les autres devises concrètement qui sont soit entre leur plus bas de la semaine dernière ou soit entre le plus haut de la semaine dernière. Donc j'ai envie de dire, à très 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 court terme, les devises sont en range. Sont en range. Voilà. Donc ce sera tout pour ce point de marché. Merci pour votre attention. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Écoutez, parfait. S'il n'y a pas de questions, j'espère que ça a été clair. Alors s'il y en a une de la part de Claude, bonjour, comment identifiez-vous les états de la psychologie des investisseurs? Alors ça c'est la finance et des règles, c'est-à-dire que l'or, on sait que c'est une valeur refuge, l'AUD, le NZD, c'est des devises qui sont liées à l'économie chinoise. L'économie chinoise, les marchés, les investisseurs y investissent lorsqu'ils sont enclins à prendre des risques. Donc si l'AUD et le NZD progressent, on sait qu'il y a de l'appétit pour le risque. Pareil pour les marchés actions. Si le marché actions progresse, les marchés internationaux, pas que les marchés américains, parce que les marchés américains, c'est un peu une bulle, enfin c'est même clairement une bulle, donc il n'y a pas vraiment d'état à, à voir avec les marchés américains pour voir si on a de l'appétit ou l'aversion pour risque sur les marchés actions, faut regarder tout simplement ce que fait l'Asie ou l'Europe. Voilà. J'ai envie de dire, faut regarder le MSCI hors US. MSCI Monde exclut US. Si le MSCI Monde exclut US progresse, on a l'appétit pour risque. À l'inverse, si le baisse, on a de l'aversion. Donc voilà, toutes ces règles, hein, un petit peu, toutes ces euh, réaction du marché historique. Voilà, hausse des marchés actions, c'est un petit peu au risque, achat de l'or ou achat d'obligations, c'est de l'aversion. Tout ça, ça permet d'avoir une certaine idée dans quel contexte on évolue. Voilà, pas facile en ce moment, vraiment pas facile, hein, vraiment. Enfin, surtout avec le Brexit, l'Italie, voilà, ça peut se vraiment dégoupiller, changer en un jour. Hein. Finalement, demain, on peut très bien avoir Theresa May qui voilà, accepte le fameux backstop que demande l'UE depuis 2 ans. Si elle, si elle annonce cela, voilà, c'est hausse du GBP, hausse du GBP mais de façon importante. Alors, mais voilà, à mon avis, enfin, c'est ce qui se dit en tout cas au Royaume-Uni, enfin, c'est ce que j'entends. Faut pas prendre cela comme certains, mais il semble peu probable pour les Britanniques que Theresa May finisse l'année. On n'en entend pas beaucoup parler dans les médias français, mais voilà, Theresa May de plus en plus sur la sellette. Donc, peut-être qu'elle finira l'année et qu'elle ira même beaucoup plus loin, mais la pression est extrêmement importante. Elle a de moins en moins de soutien. Donc, voilà, c'est pas non plus impossible que demain, après-demain, la semaine prochaine, Theresa May quitte son poste. C'est vraiment pas impossible. Donc, voilà, en ce moment, on est vraiment dans un contexte qui n'est pas facile,
qui n'est pas facile sur les marchés. C'est pour ça encore une fois, que la gestion du risque est indispensable et est importante. Voilà donc pour ce point de marché. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour mon prochain point de marché, en espérant qu'on ait des nouveaux signaux sur le forex avec le CAD notamment, qui j'aimerais bien qu'il rebondisse. Surtout que, petite parenthèse, le CAD, hein, on a des signaux haussiers qui convergent avec la divergence des cours de pétrole en 4 heures. Donc voilà, si on a un rebond des cours de pétrole aujourd'hui ou demain et également le CAD qui rebondit, ça serait intéressant de payer le CAD. D'autant plus que jeudi, je vous rappelle mercredi, on a la Banque du Canada. Demain, on a la Banque du Canada. Voilà. Donc, à suivre de très près. À suivre de très très près. Excellente journée à vous. À demain. Et écoutez, soyez prudents sur les marchés.